Bienvenue au podcast Sur la ligne, le podcast officiel de la Coupe Rogers présenté par Banque Nationale. C'est un podcast dans lequel on va parler de tennis. Je vous présente mon collaborateur Nicolas Richard. Nicolas, comment ça va? Ça va toi, Alex? Ça va, super content de faire ça avec toi. Je pense que maintenant, la Coupe Rogers n'est plus seulement au mois d'août, elle est à l'année longue parce qu'on va parler de tennis ensemble toute l'année. On va parler de tennis professionnel, de tennis amateur, de tennis en général. On est deux grands fans de tennis qui, à l'occasion, se prétendront experts. On n'est pas des experts, mais on jouera au gérant d'estrade. On est vraiment deux fans de tennis qui vont parler de tennis ensemble. On est des fans avertis quand même. Oui, absolument. On suit ça beaucoup. Et on va jaser avec le public également. On va demander aux partisans d'intervenir avec nous, aux fans de tennis de jaser avec nous. Parfois, on sera en direct, parfois, on ne sera pas en direct. Cette semaine, on n'est pas en direct pour le premier épisode. Mais quand il y aura des événements, peut-être des tableaux principaux ou des événements qui requièrent peut-être une émission spéciale, ben on sera en direct et on jasera en direct avec vous. On est très, 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 très content de participer à ce projet-là avec Tennis Canada. Et puis, je pense que ça va être belle fun. Nico, toi, t'es quand même un bon joueur de tennis. Toi, tu as joué à un haut niveau. J'ai joué à un niveau assez compétitif. Là. Je veux dire, depuis que j'ai environ l'âge de 8-9 ans que je joue à des niveaux compétitifs, notamment dans la région des Laurentides où j'habite. Donc, oui, bon, c'est sûr qu'avec l'âge, la compétition prend un petit peu le bord, mais bon, on continue à jouer quand même entre amis de manière seulement pour le plaisir. Puis c'est toujours aussi plaisant, surtout avec des belles températures comme ça, super été qu'on a. Donc, puis notamment avec la pandémie, bon, ça a été long avant de rouvrir les terrains. Donc, ça a été retardé un peu, mais le plaisir y est quand même. As-tu sorti tes raquettes depuis le début de l'été? Ben, j'ai frappé, oui, une couple de fois. Puis étonnamment, je suis moins bon que l'été passé. On va te dire, ben franchement. On dirait que je me mets à brosser pour aucune raison. J'ai toujours joué à plat, mais là, cet été, je brosse, puis on s'habitue avec ça. Mais non, c'est toujours une partie de plaisir de jouer au tennis. Puis surtout dans jaser dans le podcast, avec des fans comme nos auditeurs, ça va être super plaisant. Puis j'ai déjà hâte. Puis comme tu l'as dit aussi, l'idée, c'est de ne pas se prendre au sérieux, puis d'avoir du fun, puis d'en jaser comme c'est notre passion. C'est-à-dire, on va nous-mêmes se prendre, on va prendre le sujet au sérieux. Oui, absolument, oui. On parle de tout ça avec un peu de légèreté ici et là. Moi, j'ai sorti, je me suis rééquipé en raquette de tennis également. J'ai pu changer quelques balles avec ma copine sur les terrains ici à côté. Là, à mon chalet, j'ai des terrains de terre battue rouge. Étonnamment, j'ai jamais joué sur un terrain de terre battue. Non, c'est un feeling intéressant, mais je suis loin d'être Nadal. Moi, en fait, je continue de pratiquer mon service à la Nick Kyrgios, c'est-à-dire le service par en dessous, parce que mon service par en haut est pas aussi efficace et aussi précis, je te dirais. Je suis vraiment plus un grand fan qu'un grand joueur, je vais dire ça comme ça. Alors, je suis très content de faire ça avec toi, Nico. Puis, sautons dans le vif du sujet parce que, bon, c'est le podcast officiel de la Coupe Rogers, puis on s'est dit, on va commencer avec nos meilleurs souvenirs de la Coupe Rogers. Alors, je te lance. Toi, c'est lequel ton meilleur souvenir de la Coupe Rogers? Tu parlais de la manière dont je joue au tennis de manière compétitive. À l'époque où je jouais, le club de tennis Saint-Jérôme où j'évoluais, à chaque été, on avait une sortie organisée à la Coupe Rogers. Et mon meilleur souvenir lié à la Coupe Rogers est donc lié à cette sortie. La première fois que j'ai visité le Stade Uniprix, c'était une partie entre Vasek Pospisil et Roger Federer. Et si je me souviens bien, c'était soit la première partie pro de Pospisil ou bien sa première partie à la Coupe Rogers. Du moins, je me rappelle que c'était une journée de première. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est l'ambiance du Stade Uniprix. Je pense que c'est ce qui le caractérise le mieux. Parce que, bon, j'y suis retourné à maintes reprises là, par les années passées. Et cette ambiance qu'on retrouve au Stade Uniprix, elle est unique. Et notamment dans cette partie-là qui opposait Pospisil à Federer. Parce que, bon, il y avait le favori local, Pospisil, le Canadien. Mais de l'autre côté, il y avait le plus grand joueur de l'histoire. Donc, la foule était mitigée. Puis ça donnait une ambiance qui était absolument exceptionnelle. Sur le central, d'autant plus. Il faisait chaud, c'était jour de canicule. Et Vasek s'était très bien défendu. Même s'il s'était incliné par la marque de 7-5, 6-3, ça demeure quand même ma première expérience. Et je pense que chaque amateur qui fait une visite au Stade Uniprix se rappelle de sa première expérience. Te rappelles-tu, toi, de ta première journée? Oui, je m'en souviens. En fait, je me souviens même de la situation. J'étais chez nous, puis les voisins qui étaient mes meilleurs amis sont venus cogner chez nous avec 2 billets pour la Coupe Rogers. On dit, je sais pas ce que tu fais, Alex, mais à soir, on t'amène au tennis. Au tennis, puis j'avais eu le droit à un match
Marat Safin contre Rafael Nadal. Puis je vais me souvenir toute ma vie. Marat Safin était fâché. Il avait lancé sa raquette dans le milieu du filet. Tu comprendras que Nadal avait gagné ça a été ma première expérience. C'était un match Nadal contre Marat Safin au stade qui est maintenant le stade IGA. Voilà. Alors ouais, ça c'est mon premier souvenir. C'est mes voisins de l'époque, les Arsenault pour pas les nommer, qui m'avaient amené là parce qu'ils savaient que j'étais un grand fan de tennis. C'est d'ailleurs grâce à eux que je suis un aussi grand fan de tennis aujourd'hui. Mais ton plus beau souvenir, disons, ton numéro 1. Je regardais ça, puis je me posais la question, puis j'ai tellement de beaux souvenirs. Fait que sais-tu quoi, j'ai pris la solution facile. J'ai pas choisi. J'en ai quelques-uns, puis je te laisserai au pire choisir. Tu sais, le premier qui m'est venu en tête, c'est la victoire de Shapovalov contre Nadal. Ouais. Puis, quelque part, c'est presque une réponse facile parce que c'est tellement un grand moment dans l'histoire du tennis canadien, c'est tellement une victoire extraordinaire, mais ce qui a fait qu'il était spécial pour moi, c'est que moi, j'étais sur la galerie de presse. J'étais là comme journaliste, et puis je me souviens là, déjà pendant le match, même avant qu'on sache que Shapovalov allait gagner, il y avait quelque chose qui se passait, il y avait une fébrilité dans le stade, il y avait même sur la galerie de presse, à ce moment-là déjà, on savait qu'il se passait quelque chose. Puis c'est rare que quand tu vis un événement, que sur le moment, tu peux réaliser que tu vis quelque chose peut-être d'historique. Tu sais. Et moi, je vais me souvenir de ce match-là toute ma vie parce que, quelque part, c'était exceptionnel. Puis j'étais là et je vais pouvoir dire, j'étais là. Puis je vais toujours me souvenir aussi de la conférence de presse de Shapovalov après qu'il ne réalisait pas ce qui se passait. Alors, c'est un moment. Puis l'autre moment que j'ai choisi, c'est peut-être un moment un peu plus surprenant, mais je vais également toujours me souvenir de la victoire de Vasek Pospisil contre John Isner. Ça se passait en 2013. Puis je me souviens de ce match-là parce que c'est un match, je pense que c'était en après-midi, et puis je décide d'aller m'installer dans les gradins. Je pense que c'était sur la Banque nationale, sur le deuxième cours, et puis je m'installe dans les gradins tout bonnement, puis principalement, je le regardais parce que c'était un Canadien qui était là, tu sais. Et puis, finalement, le match avance, puis Vasek, il rivalise, puis c'est incroyable parce que Vasek n'avait pas de chance pour ce match-là. John Isner, c'était le joueur de l'heure sur le circuit. En 2013, il venait de gagner à Atlanta. Il avait fait la finale à Washington. Et Vasek, lui, avait eu besoin d'un laissez-passer pour rentrer dans le tournoi. Alors, aussi bien dire que Vasek était allé à l'abattoir. Et puis, finalement, Vasek avait eu toute une performance, sorti le joueur de l'heure. Et ça avait été la première victoire d'un méchant beau parcours à la Coupe Rogers. Il avait atteint la demi-finale. Il avait finalement perdu contre Milos Raonic en demi-finale. Mais ce match-là, je me souviens comme c'était hier, m'installer dans les gradins un peu tout bonnement, puis finalement, j'ai eu tout un spectacle. Mais c'est ce qui est chouette, notamment de la Coupe Rogers, parce que, pour les gens qui ont déjà été le savent, il y a plein de terrains, que ce soit de pratique ou des terrains de match, qui sont à proximité de la foule. C'est-à-dire que, un peu comme toi, tu peux aller voir un match gratuit. J'imagine que c'est pas gratuit vu que c'est sur le cours Banque nationale, mais il y en demeure pour moi qu'il y a certains cours qui sont gratuits. Moi, j'étais accrédité. Bon, mais tu ne t'attends à rien de certains matchs. Tu es à quelques mètres de l'action, puis wow, tu te rends compte que c'est un super match dont tu te rappelles des années plus tard. Tu sais. Puis, il y a une espèce de proximité hallucinante. Ben oui, c'est ça, exact. Puis notamment pour les terrains de pratique aussi, moi j'adorais ça, arriver tôt le matin. Tu vas voir des athlètes qui sont dans l'élite mondiale, surtout quand tu joues toi-même au tennis. Ben, ça te permet, tu vois pratiquer les meilleurs au monde à quelques mètres encore et c'est gratuit. Donc, cette expérience-là qu'est la Coupe Rogers, c'est absolument magnifique. Là. Il y a vraiment un cachet particulier, puis comme tu dis, la proximité avec les joueurs, de voir les Nadal, les Federer s'entraîner à quelques mètres de toi, il y a vraiment, vraiment quelque chose d'incroyable là-dedans. Ouais. Puis tu peux pas vivre ça nulle part ailleurs. Ça fait que je pense qu'il faut en profiter. Puis on l'a dit, c'est gratuit. Ça fait que pour les jeunes amateurs de tennis, les jeunes ou les moins jeunes, là, c'est une opportunité qu'on peut pas laisser passer. Là. Et Nico, si je te lance ça comme ça, là c'est facile. Là, les deux, on a choisi un moment qui impliquait un Canadien. Mais si tu avais à choisir un moment de la Coupe Rogers qui n'implique pas un Canadien, lequel serait-il? Ben, le premier qui me vient en tête, c'est pas tant un moment qu'un tournoi, celui de 2010 à Montréal où on recevait les dames. Et c'est là, en tout cas, du moins, je parle pour moi, là, que j'ai découvert
Caroline Wozniacki, la Danoise de 20 ans, qui est arrivée ici à Montréal. Elle était 2e au monde et elle avait vraiment un parcours qui était vraiment quand même difficile. Elle a dû battre 4 top 20 pour se rendre à la finale, pour finalement l'emporter. Mais ce qui est hallucinant de cette semaine-là, c'est l'engouement autour de la jeune Danoise. Je me rappelle à Montréal, le nom de Caroline Wozniacki était sur toutes les lèvres en 2010 et on dirait depuis ce temps-là, à chaque fois qu'elle était de passage à Montréal, il y avait tout le temps quelque chose de spécial lors des matchs de Caroline Wozniacki et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment suivi sa carrière de très près et je suis devenu fan de Mademoiselle Wozniacki et elle qui a pris sa retraite récemment. Mais je me rappelle très bien de cette semaine-là où elle avait vraiment été fantastique. Et puis, étais-tu content de voir quand elle a gagné finalement son grand chelem? Bien évidemment que oui, parce que c'est une fille qui travaille tellement fort, puis je trouve que c'est tellement le fun au-delà de son talent, mais de la voir jouer. Je trouve que c'est il y a certains athlètes, bon, qu'on le veuille ou non, qui sont moins agréables à voir jouer, mais Wozniacki, c'est une de ces athlètes-là qui est toujours agréable à regarder. Et il n'y a pas un match qui est ennuyant avec Wozniacki. Et je pense qu'elle a, malgré les années, perduré toujours dans l'élite mondiale. Elle a fait sa place. Et je pense que tu sais partie, veut pas de Montréal, où elle a remporté à 20 ans son titre le plus important, bon, à ce moment-là de la carrière. Et c'est ce moment-là non canadien, si tu veux, que je me rappelle le mieux, ou du moins qui m'a marqué le plus, parce que depuis ce temps-là, j'ai suivi énormément Caroline Wozniacki. Et voilà. Je sais pas de ton côté si. Étrangement à celle de Djokovic, celle que tu racontes, oui, aussi. Un peu la grande éclosion à Montréal. Novak Djokovic avait battu 1-2-3 pour finalement gagner le tournoi. C'était certainement un de ses premiers grands coups d'éclat, là, un des premiers tournois qui, entre guillemets, le mettait sur la map pour le reste de sa carrière. C'est une histoire qui ressemble étrangement à ça. Moi, si tu me demandes de mon souvenir non canadien, c'est un moment qui ressemble un peu à mon moment Vachek Pospisil parce que quelques années, je couvrais la Coupe Rogers, puis je décide d'aller m'installer dans les gradins. Et c'est un match de 3e tour entre Venus Williams et Angélique Kerber. Et c'est le genre de moment, c'est un match en début de soirée, puis je m'installe avec un petit café dans les gradins parce que j'aime ça faire ça, des fois prendre une petite demi-heure là, pour relaxer un peu puis profiter du sport parce que tu sais, des fois, quand tu couvres un événement, mais tu le vois pas dans son entièreté ou tu réussis pas à le voir comme tu voudrais le voir. Là. Et prendre le pouls de la foule aussi à ce moment-là. Là. Ouais, ben certainement. Fait que je me souviens m'installer dans les gradins tranquillement avec un petit café puis commencer à regarder le match. Puis finalement, l'intensité a monté pas à peu près. Puis finalement, on a eu droit à tout un match. C'était un match qui va finalement être un des matchs de l'année entre Kerber et Williams. Puis je me souviens, Venus Williams a eu toutes les misères du monde à closer ce match-là. Servait pour le match, faisait briser, il avait point de match, n'était pas capable de faire le dernier point. Et ça a donné une espèce de fin de match incroyable, une espèce de climax incroyable. Et Venus a finalement remporté ce match-là. Et ça avait donné un match tout simplement phénoménal. Puis c'est drôle parce que je m'étais dit, je vais m'installer dans les gradins pour une petite demi-heure. Puis finalement, il n'y avait aucune chance. Je n'ai pas bougé de là. Je suis resté là pour voir le match. Et si tu me le permets, Alex, juste revenir, parce que là, ça fait maintenant une dizaine de minutes qu'on a commencé le balado et on n'a pas parlé d'Eugénie Bouchard, tu sais que je suis un grand fan. Peut-on parler quelques instants de son épopée en 2016? Je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais en 2016, elle avait été formidable. Puis ça, tu sais, ça aussi, je me rappelle très bien en 2016, où elle avait... tu sais, c'est l'année où 2 ans après sa finale à Wimbledon, on se demandait est-ce que Eugénie, est-ce que c'était un feu de paille? Est-ce que, elle fait vraiment partie de l'élite mondiale? Et je me rappelle qu'à Montréal, elle avait été fantastique. Puis on avait comme renouvelé notre amour avec Eugénie lors de ce tournoi-là. Elle s'était rendue au 3e tour en battant notamment, si je l'ai mis ici, là, Safarova et Cibulkova, qui n'étaient pas des proies faciles. Et je me rappelle très bien de l'engouement qu'il y avait autour d'Eugénie Bouchard cette semaine-là. Malheureusement, engouement qui se dissipe peu à peu. Mais te souviens-tu de ce tournoi-là en 2016? Ben, je m'en souviens parce que j'étais à TVA Sport puis on avait les droits pour le tournoi et c'était la meilleure nouvelle qu'on pouvait avoir, c'est d'avoir Eugénie qui performe. Puis tu sais, Eugénie, je lui souhaite vraiment le meilleur du monde parce que c'est quand même une athlète qui est vraiment le fun à regarder jouer. C'est une fille quand même qui se bat sur le terrain et qui a une bonne défense. Puis ce qui est bon pour Eugénie est bon pour le tennis mondial aussi. Oui, absolument. C'est le podcast officiel de la Coupe Rogers. Mm-hmm.
qui de mieux pour parler de la Coupe Rogers que le directeur de la Coupe Rogers lui-même? Oui. Tu sais, on a fait une entrevue plus tôt cette semaine avec Eugène Lapierre, directeur de la Coupe Rogers. On a parlé d'actualité, on a parlé de l'annulation de la Coupe Rogers et de ses conséquences. Parlé de toutes sortes de sujets intéressants. On vous laisse avec l'entrevue et on revient après. Alors, en tant que podcast officiel de la Coupe Rogers, Sur la ligne reçoit évidemment le directeur de la Coupe Rogers, ça allait sous le sens. Bienvenue, M. Eugène Lapierre. Ben, ça me fait plaisir. Bienvenue, les gars. La première question, je dirais, dans la tourmente, d'habitude, c'est votre période qui commence à être le gros rush avant la Coupe Rogers. Là, j'imagine que c'est un petit peu plus tranquille. Comment ça va? Comment ça se passe dans les bureaux d'Eugène Lapierre présentement? Premièrement, il n'y a personne au bureau. on a fermé, je pense que c'était le 12 mars ou quelque chose comme ça, dès le début. Et on n'a pas on n'a pas donné le feu vert pour les employés de revenir au bureau. Donc, on va attendre à la fin du mois d'août, à moins que les choses se remettent en place beaucoup plus facilement. Mais tu sais, on ne veut pas prendre de chance pour rien. Alors, donc, les bureaux, c'est tranquille. Donc, chacun, on fait notre bureau à la maison. Il faut dire que la pandémie a donné un coup dur là, à notre organisation. On a perdu 90% des revenus de Tennis Canada pour l'année. Les revenus de Tennis Canada, c'est pas compliqué, c'est la Coupe Rogers présentée par Banque Nationale à Montréal et son équivalent à Toronto. Le fait que les deux tournois soient reportés pour l'an prochain, c'est ça. On a perdu 90% de tous les revenus. Alors, ça veut dire de la planification incroyable pour les prochaines années. À court terme, ce qu'on a fait, évidemment, ça a été dur pour les employés. On a dû se départir de 40% de notre force de travail, 40% de mise à pied des employés. On a coupé dans les salaires de tous les employés qui restent également. On a emprunté, on essaie d'agrandir notre marge de crédit pour être capable de tenir le coup jusqu'à l'an prochain. Et on a coupé, le pire dans tout ça, c'est qu'on a coupé massivement dans les programmes comme tel. Alors, 2020, bon, ça tombe sous le sens parce que de toute façon, la plupart des activités ne pouvaient pas avoir lieu. Mais à compter de 21, 22, 23, on évalue à peut-être 2 à 3 ans le temps que ça va nous reprendre pour revenir à flot. Là. On a un manque à gagner d'environ 17 millions après toutes les coupures qu'on a faites. Donc, 17 millions, il faut les refaire. On pense que ça va prendre 2-3 ans. Alors, pour répondre à ta question, est-ce qu'on chôme? Est-ce qu'il n'y a rien à faire? Non, il y a énormément de choses à faire, beaucoup de planification. On est dans les scénarios, puis on ne sait pas ce qui va arriver. On ne sait pas comment 2021 va se produire. Alors donc, on regarde scénario business as usual. Tout est réglé, on a un vaccin, tout va bien, les gens vont revenir au tournoi. Alors, on espère que ça va être ça, le scénario. Mais il y a peut-être un scénario d'avoir un nombre limité de spectateurs, par exemple. On va voir ce qui va se passer à l'automne. Là, on a entendu ce qui se passait du côté de Paris avec le French Open, avec les internationaux à Roland-Garros. On va voir. Peut-être que c'est pas de spectateurs du tout, qu'il va y avoir une deuxième, troisième vague, puis on va analyser ce scénario-là où c'est seulement télévisé et avec aucun spectateur. Et un quatrième scénario, finalement, qu'on étudie aussi, qui est le pire de tous, c'est que, bon, il y a un retour de la pandémie, whatever, puis on n'est pas capable de tenir le tournoi. Alors, il faut planifier sans savoir ce qui va se passer. Entre-temps, quand on pense toujours que le premier scénario va fonctionner et il faut se préparer aussi. Donc, on veut en profiter pour améliorer des choses, améliorer le site, améliorer le service à la clientèle de différentes façons et tout ça. Donc, toutes nos équipes raccourcies, évidemment, continuent de travailler sur de nombreux projets pour l'avenir. Et voilà, c'est ça qui se passe là, de ce temps-là. Et M. Lapierre, vous semblez être on vous entend, on vous voit beaucoup dans la sphère publique depuis quelques années. Vous me semblez être un homme assez positif. Donc, malgré tout ce chaos, comment vous faites pour demeurer positif et entrevoir quand même la lumière au bout du tunnel?
Ben, d'une part, on est dans un beau domaine. Hein. C'est du sport, c'est du divertissement. Et je dis souvent ça à ma gang. Là, écoutez, en bout de ligne, là, des fois, il y a de la pression. Des fois, les choses vont vite et tout ça. Puis les gens se mettent beaucoup de pression. On s'en fait mettre aussi par des partenaires, les spectateurs, les joueurs, les parents, tout le monde à un moment donné. Tout le monde veut que ça marche. Et oui, nous aussi, on veut que ça marche. Mais en bout de ligne, je leur dis, écoutez, c'est du tennis, là. On se souvient là, que c'est un sport. Là. On organise un sport et on s'arrange pour donner un super bon show en bout de ligne. Et on réussit. Donc, si ça allait mal, peut-être que je ne serais pas aussi serein, là, mais en principe, on n'est pas trop mal. Ça va assez bien, les choses. Donc, ça aide à voir les choses positivement. Et on n'a jamais eu de catastrophes vraiment monstrueuses qui sont arrivées. Par contre, celle-là, ça va être difficile. Donc, on l'évalue, puis on va regarder. Ça va prendre le temps que ça prendra pour retomber sur nos pieds de ce côté-là. Mais on sait que la situation est bonne en tennis. C'est pas de notre faute si ça va mal. Au contraire, quand ça va reprendre, avec les jeunes talents qu'on a qui se sont développés au Canada et au Québec. Alors, on va être dans une bonne situation là, comparé à bien d'autres pays dans le monde. Alors, je crains pas énormément pour l'avenir à moyen et long terme. C'est juste à court terme que c'est un peu plus difficile. Sans vouloir vous replonger dans des mauvais souvenirs, ça a été quoi la réaction ou l'émotion quand vous avez réalisé que là, c'était impossible de tenir la Coupe Rogers et que là, il fallait mettre un trait sur la Coupe pour cet été? En fait, ça a été plutôt dans notre cas, quand tous les autres tournois du monde attendaient le verdict des deux circuits, soit de la ATP ou de la WTA. Dans notre cas, cette année, c'était de la WTA. Et on sait que les circuits ont attendu le plus longtemps possible. C'est très rare que ce sont les gouvernements locaux qui ont pris la décision d'annuler les grands événements. Dans notre cas, c'est arrivé. Donc, le gouvernement du Québec nous a demandé à tous les grands événements culturels ou sportifs durant l'été de ne pas avoir lieu. Donc, de ne pas avoir lieu jusqu'au 31 août. Dans notre cas, on savait que ça scellait l'issue du tournoi jusqu'à l'an prochain parce que c'était impossible de remettre le tournoi à l'horaire dans le calendrier d'automne quand tous les autres tournois, il y a déjà des tournois là. Alors, si le jeu reprend, ben, ils vont vouloir avoir lieu. Et les deux circuits ont donné priorité au tournoi du Grand Chelem, des tournois du Grand Chelem. Donc, on aura le US Open, Roland Garros, entre ça, Madrid, Rome et tout ça, Shanghai, la saison d'Asie et ainsi de suite. C'était impossible de retourner. Donc, on savait qu'avec la décision du gouvernement, pour nous, c'était assez réglé. En rétrospective, c'était plutôt une chance que ça arrive comme ça, parce que je suivais mes collègues de Toronto tout au long des semaines qui ont suivi. Et eux étaient dans l'indécision totale et c'était un mystère quant à savoir est-ce qu'on va avoir lieu, on va pouvoir avoir des spectateurs, comment on va arranger nos affaires et ainsi de suite. Et c'est jusqu'à tout récemment quand le circuit a finalement décidé de reprendre avec le US Open en collant Cincinnati à New York pour attirer les joueurs et tout ça, c'est à ce moment-là que ça a été scellé du côté de Toronto. Mais tout ce temps-là, c'était l'enfer pour mes collègues à Toronto de voir s'ils vont organiser, de quelle façon et ainsi de suite. On s'attendait que ça allait pas marcher, mais c'est le fun d'avoir une décision claire et nette et si possible, le plus tôt que ça arrive, c'est le mieux. Et ça a été le cas de notre côté. Et on a vu que c'était quand même la meilleure décision. Et aujourd'hui, je peux vous dire, autant c'était difficile quand on l'a annoncé, autant aujourd'hui, je peux vous dire qu'on se trouve un petit peu chanceux. D'ailleurs, on voit encore qu'est-ce qui va se passer. On ne sait même pas qu'est-ce qui va se passer pour le US Open. On se croise les doigts. On espère que ça va reprendre. Mais à voir la situation qui prend pas tellement de mieux là, du côté de nos voisins du Sud, on va voir. Ça à New York est peut-être pas trop mal, mais on verra de ce côté-là. Mais non, ça a été dur, mais on pense qu'on a pris la bonne décision, puis disons qu'on respirait
quand même un peu mieux par la suite. Et étant donné que l'édition 2020 n'aura pas lieu, est-ce que vous prévoyez pour l'édition 2021 un petit supplément, quelque chose de plus grandiose ou quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas vu cette année pour l'édition 2021? Et ça va dépendre de la situation. C'est très difficile, comme je vous expliquais tantôt, de prévoir comment ça va se dérouler. Alors, ça dépend à qui vous parlez. Personnellement, tu mentionnais, je suis de nature plutôt optimiste et puis j'ai l'impression que oui, on aura trouvé soit un vaccin ou des médicaments ou quoi qui va faire que la population va pouvoir entrevoir ce virus-là comme une maladie qu'on peut vaincre facilement. Et donc, la confiance des gens vont revenir tranquillement pas vite dans le fait de se rassembler pour des spectacles, surtout en plein air et tout ça. Donc, moi, je pense que ça va être plutôt de ce côté-là. Mais si vous parlez à d'autres mondes qui disent que ben non, jamais dans un an, ça sera réglé. Et ça va durer pas beaucoup plus longtemps que ça. Donc, et si on est là-dedans, bon, on va être encore dans une forme de restriction budgétaire parce que la Coupe Rogers, on se répète, mais c'est notre pain et notre beurre. Là. C'est avec ça qu'on développe le tennis à l'année longue. Et donc, on va essayer de sauver, de récupérer le plus de sous possible avec ce qu'on va être capable de faire l'année prochaine. Donc, c'est un petit peu tôt pour répondre à ta question si on va mettre des guirlandes et des feux d'artifice. On verra ça en temps et lieu. Et là, qu'en est-il des programmes de tennis, des entraîneurs, des programmes de développement? Parce que j'imagine que ces programmes-là, ils sont touchés aussi par le manque de revenus que crée la Coupe Rogers, dans le fond. Ben oui, tout à fait. Alors, c'est ça. Du côté on développe toute la pyramide du tennis, du développement du tennis. On la développe en collaboration avec Tennis Québec, ici au Québec et avec les autres provinces à travers le pays. Et donc, c'est toutes les activités de développement de notre sport qui sont touchées, là. Quand je parle à mon collègue Jean-François Manibal à Tennis Québec, il me dit que son programme de tennis dans les écoles, ben ça a tombé, là, c'est sûr. Fait que ça va être au point mort. Il n'y a plus de croissance de ce côté-là. Et si on n'y travaille pas continuellement, ben c'est sûr que ça régresse à ce moment-là. Les subventions à nos clubs d'excellence pour les jeunes de 6 à 14 ans qui s'entraînent fort. On a des programmes formidables dans nos clubs, comme à Repentigny, à l'Île des Sœurs, à Avantage, à Québec. On a une douzaine de clubs qui font un travail formidable et ça aussi, ça va s'en ressentir. Les camps d'entraînement, la formation des entraîneurs, un des trucs qui me fait énormément de peine, c'est nos tournois tremplins. On les appelle les tournois tremplins, les tournois Challenger, les internationaux de tennis junior à Repentigny. On ne peut pas les tenir cette année. On espère fortement qu'on va être capable de remettre ça sur pied l'an prochain. Mais ça fait un trou énorme dans le développement de nos jeunes, dans les chances qu'ils peuvent avoir pour accéder à de plus hauts échelons sur la scène internationale. Alors, c'est tout ça un petit peu qu'on va vouloir remettre en place tranquillement, pas vite, mais avec les moyens qu'on pourra sauvegarder là, d'ici les 2-3 prochaines années. Ici, on s'attarde sur la saison que nos Canadiens ont connue, du moins en début de saison, c'était absolument phénoménal. On se dirigeait peut-être même vers une saison historique. Comment est-ce que vous allez faire pour surfer sur cette vague? Parce que vraiment, nos athlètes connaissaient un début remarquable. Et c'est dommage. C'est dommage. On a bien hâte que ça reprenne puis voir où ils vont se situer. Alors, c'est le mystère et tout le monde a été arrêté. Hein, donc, tout le monde a subi les mêmes conséquences. Dans notre cas, on peut penser qu'on est peut-être en meilleure position que d'autres parce qu'ils sont jeunes. Alors, donc, on a une Bianca, un Félix, un Denis, Leila qui commençait à peine, même Vachek qui reprenait du poil de la bête. On a vu des bons résultats d'Eugénie aussi, ils ont encore tous de bonnes années, même Miloche. Alors, je pense qu'on a un contingent très solide qui va faire pas mal de dommages. Et puisque la majorité sont quand même très jeunes, on est dans une bonne position là, pour reprendre le collier et voir qu'est-ce qui va se passer
à la réouverture du tennis. Alors, on a tous hâte de voir comment ça va se passer. Mais je peux vous dire que c'est moins pire dans notre cas de compter sur des athlètes plus jeunes que du côté des athlètes qui sont plus âgés. Là, on prend des exemples flagrants là, comme un Nadal, une Serena Williams, Roger Federer. Ben là, ça fait mal. Là, sauter un an quand on commence à compter le nombre d'années qui restent sur le circuit. Alors, c'est le genre de choses qui peut faire mal. Je dirais pas la confiance, mais dire, my God, je manque des occasions. Là, tandis que quand tu as 19, 20 ans, tu dis, bon, ben, il en reste encore pas mal. Alors, on va attendre puis on va espérer. La machine est plus facile à repartir pour les jeunes que pour les plus vieux. J'ai bien l'impression. Je pense pas qu'il va y avoir un temps de réadaptation trop long de leur côté. Et dans le cas de Félix et de Bianca, par exemple, deux jeunes qui ont quand même eu beaucoup de blessures, c'est peut-être une pause qui va avoir été d'une certaine manière salutaire pour eux, pour pouvoir reposer les blessures puis éviter le rythme éreintant du circuit de tennis de l'année longue. Hein. Je l'espère. Je ne les ai pas suivis de proche avec les entraîneurs. J'espère qu'ils ont fait un bon boulot pour qu'ils soient capables de revenir. Mais c'est des jeunes tellement talentueux là, que je crains pas trop pour l'avenir. En tout cas, on a bien hâte de les voir pour la fin de la saison et ensuite l'an prochain quand ils vont revenir chez nous. Oui, même pour Laila qui avait connu un début de saison absolument phénoménal. À quel point cette année-là aurait pu être déterminante dans son parcours à elle? Ouais, c'était bien son truc là, avec ses victoires, ses performances qu'elle a eues en début d'année. Ça, c'était un petit peu dommage parce qu'elle avait le momentum, puis je pense qu'elle cherchait encore d'autres occasions de se prouver sur le circuit face aux meilleures joueuses du monde. C'était un petit peu plate comme timing de son côté. Je pense que c'est peut-être elle qui est, si on compare, mettons, avec Félix ou Denis, qui allait quand même assez bien aussi les deux, ou Bianca qui était blessée, donc qui a le temps de peut-être revenir plus en forme. Alors, peut-être pour Laila. Mais écoutez, je m'inquiète pas pour elle. Je parlais à Louis Borfiga l'autre jour, puis il dit, c'est sûr que c'est une top 50. Là. Elle va continuer de progresser, puis de monter. Puis c'est une battante. Là. Quand on la voit à l'entraînement, quand on la voit sur les matchs, quand on la voit, elle veut tellement que, enfin, on s'inquiète pas trop non plus de son côté. Peut-être une dernière question d'actualité. Là. Vous avez effleuré le sujet tout à l'heure. Le US Open, là, dans le contexte actuel, pour un organisateur, ça doit être un méchant casse-tête. Tout à fait. Quand le US Open nous a présenté leur plan du côté de la WTA, ils voulaient nous présenter pour tous les tournois, mais enfin, avec le conseil des tournois de la WTA et le conseil des joueuses. Donc, on était un petit groupe à qui ils voulaient présenter comment ça allait se passer. Ils ont fait la même chose du côté masculin quelques jours plus tard. Mais donc, j'assistais à cette rencontre et c'était surtout les médecins qui nous parlaient, finalement, les médecins du US Open qui nous expliquaient comment ils allaient s'y prendre pour garantir la santé de tout le monde. Alors, on voit que c'est vraiment la préoccupation première. Alors, l'idée de créer vraiment une bulle alentour des joueurs et des joueuses à leur arrivée à New York. Et donc, je suis pas certain à quel point ça va être super agréable pour les athlètes parce qu'ils vont être pris en charge à leur arrivée à l'aéroport, puis ils verront pas ils verront pas le ciel à moins d'aller jouer sur les terrains. Là, ils vont être entre l'hôtel et le site du tournoi et pas mal confinés. Là, je pense que ça va être très restrictif là, en ce qui concerne les sorties. Là, aller se promener dans Manhattan, là, je suis pas certain. Alors donc, c'est ça. Évidemment, les tests, si c'est pas à chaque jour, ce sera aux 2 ou 3 jours ils vont tester tout le monde. Alors, ça va être très sévère comme contrôle, et c'est la seule façon. Ça va être la seule façon. Et on a vu dans d'autres sports que même en mettant ces mesures-là en place, il peut y arriver des cas, que ce soit du côté des joueurs ou du côté de l'entourage ou de l'organisation et ainsi de suite. Alors, c'est un sérieux casse-tête. Tout le monde est pas mal sur les nerfs. Ils vont le demeurer jusqu'à temps que ce soit terminé et même après que ce soit terminé. Je parlais
à Bob Moran, le directeur du tournoi de Charleston, qui vient d'organiser un tournoi amical avec 16 joueuses. Donc, son tournoi régulier a été annulé, mais il tenait à donner de la compétition aux joueuses dans son coin de pays, en Caroline du Sud. Et il l'a fait et ça s'est bien passé. Et c'était terminé quand on lui a parlé, c'était hier ou avant-hier, mais il nous disait comment il était encore nerveux parce qu'il ne voulait pas entendre qu'une des joueuses soit déclarée positive d'ici 2, 3, 4 jours, en sachant que ça serait probablement venu de son tournoi. Alors, il dit, je dors pas encore, là, laissez-moi encore quelques jours avant que je sois plus relax. Alors, c'est dire comment cette situation est compliquée pour tout le monde. Et ce ne sera pas simple pour le US Open. Du moment qu'il commence, ils n'ont pas encore encore hier, on avait une réunion avec les tournois de la WTA et autant Steve Simon que Adam Barrett du Tournament Council, il nous disait qu'il n'y avait pas eu encore la lettre officielle de la Maison-Blanche leur disant qu'il acceptait que la quarantaine soit comprise à compter de l'arrivée des joueurs sur le site. Les autres, ils se disent, on n'est pas obligé de mettre les joueurs en quarantaine parce qu'ils vont l'être à partir du moment où ils arrivent. Mais ça leur prend le hockey des instances pour faire ça, des gouvernements. Ce qu'ils n'ont pas encore à ce jour. Ils ont eu des « Ah oui, OK, ça va marcher », mais ils veulent l'avoir noir sur blanc, ils veulent un document officiel qui leur permet, ils ne l'ont toujours pas. Et pourtant, là, c'est... Alors donc, tout le monde se croise les doigts. On espère que ça va se dérouler normalement. Tout le monde a hâte que le tennis se reprenne, de voir les athlètes retourner sur le terrain, qu'il y ait une fin de saison qui se tienne pas mal. Après ça, en Europe, ça devrait aller un petit peu mieux. On verra, on se croise les doigts. Et à quel point ce genre de tournoi majeur peut avoir un impact sur la saison de nos athlètes, s'il a lieu? Vous parlez de US Open, par exemple? Oui, exactement, oui, parce que ça reste un tournoi d'importance, puis pour reprendre le flambeau, ce serait parfait, mais en même temps, je veux dire, comme vous l'avez dit, les risques sont là quand même. Là. Ben oui, non, ben c'est clair. Ben là, c'est sûr que nos joueurs vont vouloir bien faire. Comment ils vont se débrouiller sur le terrain, puis voir les résultats ou tout ça. On a bien hâte. On a hâte de les voir. En même temps, ça va quasiment devenir une chance qu'il y a le tournoi de Cincinnati avant, qui va quand même se jouer sur les cours du US Open à New York, pour se faire la main un peu. Peut-être les résultats, va falloir les prendre avec un grain de sel sur ces matchs-là, mais tout le monde va vouloir faire le mieux possible au US Open. C'est vrai, je parlais à Borfiga aussi il y a quelques jours, puis il a dit regardez, faites bien attention à Miloš. C'est le genre de joueur, avec tout le repos qu'il a eu le temps de guérir tous ses petits bobos et tout ça. Sur la surface du US Open, il pourrait être assez dangereux. Enfin, moi, je pense que tous nos joueurs vont l'être, mais on a bien hâte de voir. Eh bien, moi aussi, j'ai hâte de voir. Puis si un Canadien peut gagner un deuxième US Open consécutif, on va le prendre. Ah oui, certainement. Merci beaucoup, M. Eugène Lapierre. J'espère pour toute la planète tennis que les activités pourront reprendre le plus rapidement possible dans un contexte sécuritaire et sanitaire qui va tenir la route. Et puis, on espère aussi que vous avez eu la chance de vous-même toucher à votre raquette et d'échanger quelques balles avec un partenaire. Je suis allé quelques fois, oui, c'est ça. La course centrale est libre là, présentement. Fait non, c'est pas vrai. Il y a nos joueurs s'entraînent. Il y a même un petit tournoi là, qu'ils font avec nos meilleurs espoirs, puis ils n'arrêtent pas, c'est toujours pris. Alors, il faut que j'attende la fin de journée pour aller frapper quelques balles. Ben, merci beaucoup, M. Lapierre, et puis au plaisir de se reparler dans ce podcast-là. Merci, ça me fait plaisir. Merci les gars. Bye-bye. Toujours intéressant, Nicolas. Hein, le directeur de la coopérative est tellement bon en entrevue. C'est tellement un porte-parole exceptionnel pour Tennis Canada. Puis intéressant aussi de voir que, Colin, le US Open, même s'ils n'ont pas eu de confirmation, en tout cas, il ne semble pas avoir eu la confirmation sur papier que tout pouvait se tenir comme ils veulent le tenir pour l'instant. Ça va être un dossier à suivre, assurément. Oui, puis que c'est tellement le fait que tout change à chaque jour
on pouvait se parler hier, puis il y a une nouvelle qui peut arriver, puis la situation change drastiquement. Fait qu'on peut rien prévoir. Puis en même temps, je me mets, nous, on est de simples amateurs, mais je me mets à la place des athlètes qui doivent se dire quel casse-tête. Parlant de Grand Chelem, ça aurait été le début de Wimbledon. Ouais. D'ailleurs, au moment où on enregistre ce podcast, on est lundi, et c'est l'anniversaire de la grande finale de 2008. Absolument, c'était pas mal le but de cette chronique-là, mais de dire, en tout cas, du moins notre souvenir, un peu comme la Coupe Rogers, notre plus beau souvenir de Wimbledon. Et j'ai choisi la finale de 2008 opposant Nadal à Federer. Quel grand match, tu l'as dit, on se souvient encore de la date, c'est pas pour rien. C'est vraiment à ce moment-là, dans ma vie, que j'ai décidé de jouer au tennis. J'ai regardé cette finale-là, je suivais le tennis, un peu comme tout le monde, mais je m'étais jamais vraiment arrêté à regarder une finale de Grand Chelem au complet. Et Dieu sait que ça peut être long, une finale de Grand Chelem, là, et ça a été le cas notamment avec cette partie-là qui a duré près de 5 heures. Mais je me suis assis devant la télévision, j'ai regardé ce match-là, et à la fin, j'ai dit à mes parents, je veux que vous m'achetiez une raquette de tennis. Et depuis ce jour-là, mon amour pour le tennis ne s'est jamais estompé. Mais quelle finale ça a été. Pour vrai, là, tu revois dans le dictionnaire, regarde le mot tennis, et il y a ce match-là, en tout petit. Une image de ce match-là se dit, c'était... pour les biens du podcast, j'ai regardé quelques faits saillants de ce match-là et j'ai encore le frisson comme si j'y étais. Un match tellement d'une haute intensité, d'une qualité de jeu absolument exceptionnelle. C'est, à mon avis, le plus grand match de l'histoire du tennis. Et c'est vrai, tout le contexte qui était encore d'autant plus impressionnant parce que Federer y allait pour une 6e victoire consécutive à Wimbledon. C'était la 3e année consécutive que Nadal et Federer s'affrontaient. Federer l'avait remporté 2 fois. Et là, Nadal a pris sa revanche en 4h48, un match marathon qui est interrompu près de 2 heures par la pluie. Donc, c'est vraiment tout ce contexte qui fait en sorte que, pour moi et pour plusieurs autres amateurs de tennis, je pense que c'est le moment dont on se souvient le plus de Wimbledon. Ben, tu sais, ça avait été un match tellement long, puis les délais de pluie et tout. Te souviens-tu, la remise du trophée, là, c'était très, très sombre. Ouais. Et puis, écoute, c'était le match, la finale la plus longue de Wimbledon jusqu'à l'année passée. Oui, Djoko et Federer. Djokovic qui l'ont dépassé. Mais jusqu'à l'année passée, c'était la finale la plus longue. T'as raison. C'est un méchant beau moment, puis c'est possiblement le plus grand match de l'histoire, dépendant de comment tu définis ça. Et non seulement ça, c'est que ça culminait une espèce de rivalité et les deux étaient à leur apogée. C'était vraiment, si vous avez la chance, si vous avez un 5 heures à perdre, mettons, là, allez sur YouTube et regardez ce match-là. C'est phénoménal comment les échanges sont magnifiques et la qualité de jeu est extraordinaire. Ouais, mais on pourrait avoir l'impression que peut-être c'était il y a 10 ans, le tennis a changé, mais c'est encore un niveau. Non, pas tant. C'est exceptionnel. Et parlant de longs matchs, je pense qu'on ne peut pas passer sous le silence. Là, tu m'amènes sur mon sujet. Ouais, j'imagine c'est ça, parce que moi, c'était mon deuxième. Moi, c'était mon deuxième. Moi, c'est mon premier. Effectivement, j'aurais pu prendre une finale. Moi, mon moment, c'est la finale. C'est le match entre John Isner et Nicolas Mahut. C'était pas une finale, puis on s'en rappelle, ça, tu sais. Ben non. C'était. Moi, je me souviens, ça n'a aucun sens de suivre un match sur 3 jours. Là. En tout cas, pour ceux qui trouvent que des fois les matchs de tennis sont trop longs, c'est sûr que ça donne un certain argument. Mais en même temps, ça crée une espèce de moment qui est difficile à reproduire. C'est une situation comme ça ne peut pas arriver. Puis, je me souviens, puis c'était. De suivre ce match-là avec autant d'intérêt sur 3 jours. Puis, j'ai eu la chance par la suite de faire une entrevue avec Nicolas Mahut parce qu'il est venu jouer le Challenger de Granby il y a quelques années. Puis, on avait parlé de ça. Puis, il m'avait dit, oui, la défaite, elle a été difficile, mais aujourd'hui, j'ai appris à apprécier cette défaite-là de par le fait que c'est devenu un moment historique du tennis. Puis, tu peux pas ne pas être fier de la performance que tu as donnée. Je veux dire, le match a été tiré aussi longtemps, c'est que tu as eu une performance incroyable. Tu sais. Et corrige-moi si je me trompe, mais dans mon souvenir, ce qui était d'autant plus impressionnant de ce match-là, c'est que même 3 jours plus tard, en fait 2 jours plus tard, la qualité de jeu était quand même au rendez-vous. Tu sais, ça aurait pu être un match, un 3 jours long et plate,
mais c'était enlevant jusqu'à la toute fin. C'est ça qui était encore plus exceptionnel, je trouve. Puis ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, les gros serveurs à Wimbledon, oui, c'est ça. serveurs comme John Isner, en général, les gros serveurs sont très avantagés sur la surface de gazon à Wimbledon. Et de tenir tête à un grand serveur comme John Isner, c'est quand même impressionnant, puis il faut apprécier ça, puis ça crée un moment, qu'on le veuille ou non, ça a créé un moment hallucinant, puis pour moi, c'est mon moment préféré, puis d'autant plus qu'à l'époque, je travaillais à RDS, puis je me souviens d'avoir travaillé sur ce match-là en compagnie de, je pense que c'est de mémoire, là, c'est Anouk Grignon-Langlais qui faisait le résumé de ce match-là, et moi, j'avais donné un coup de main avec, en termes de télé, le Shotlist, on appelle. Non, c'est mon moment. Puis, tu sais, Wimbledon, il y a quelque chose de spécial au tournoi de Wimbledon quand même. C'est le tournoi le plus prestigieux, à mon avis. Mais tu le classes où parmi tes favoris pour le Grand Chelem? Parce que personnellement, c'est mon premier. Tellement de prestige, tellement d'histoire, tellement de. En tout cas, du moins, des 4 tournois majeurs, c'est celui dont j'ai le plus hâte en début d'année. Je sais pas si toi. Ça dépend comment tu me poses la question, Nico. Ça dépend. Tu me poses-tu la question en termes de prestige ou en termes... Je te demande lequel tu as le plus hâte de regarder, de t'asseoir devant et de regarder le tournoi. Je te dirais que le tournoi que j'ai beaucoup de plaisir à regarder tous les tournois. Pour moi, c'est le US Open parce que moi, j'aime bien pouvoir commencer à écouter des matchs à midi, 1h l'après-midi, puis d'en écouter jusqu'à 1h, 2h du matin. Alors que les matchs en Europe, tu as le délai d'écouter des matchs le matin. Pour moi, c'est moins intéressant un peu dans mon cas, là. Fait que je te dirais pour cette raison-là. Puis le US Open a aussi une espèce de cachet peut-être un peu plus dynamique que certains autres tournois. Là. La foule est un peu plus bruyante, un peu plus vibrante, je dirais. Alors, pour moi, ce serait le US Open. Puis je suis allé le voir 2 fois aussi. Oui, il y a ça aussi. Puis il y a le fait aussi que nos Canadiens, puis ça va aller. Puis tu sais, c'est un tournoi qui n'est pas tellement loin à la Coupe Rogers. Fait qu'on est encore dans le bain de ce qu'on a vécu à la Coupe Rogers. Puis quelques semaines plus tard, on se retrouve à New York. Mais juste pour revenir sur nos souvenirs de Wimbledon, si tu veux bien, évidemment, je pense que c'est difficile de passer sous le silence ce qui est, à mon avis, la plus grande performance d'un Canadien ou d'une Canadienne à Wimbledon, c'est-à-dire Eugénie. La finale qu'elle a disputée contre Kvitova, c'était en 2014. Finale qu'elle a perdue, évidemment, on s'en rappelle, mais ce qui est mémorable de cette finale-là, c'est c'est le contexte, encore une fois, parce que Eugénie, elle avait connu une saison exceptionnelle, notamment en Grand Chelem, et là qu'une Québécoise de Montréal se retrouve en finale du plus prestigieux tournoi de tennis. C'était un samedi matin, je m'étais levé très tôt avec mon père pour regarder le spectacle. Il était 7 heures le matin, puis je sais que j'étais pas seul. On était plusieurs à le regarder et à être derrière notre Québécoise, notre Montréalaise. Malheureusement, le match n'a pas tourné en sa faveur. Kvitova, à ce moment-là, était exceptionnelle. Elle était vraiment au-dessus de la mêlée, mais je me rappelle que ce sentiment de fierté qui nous habitait tous, je me rappellerai toute ma vie. Ouais, elle nous a fait vivre quelque chose d'exceptionnel, Eugénie, à ce tournoi-là. Un peu comme Milos Raonic l'a fait quand il a atteint lui aussi la finale contre Andy Murray. Tu sais, c'est intéressant parce que les générations, tu sais, c'est la génération qui s'en vient va possiblement être la plus grande génération de tennis de l'histoire du Canada, mais les générations précédentes, puis je dis précédentes, d'une certaine manière, elles sont encore actuelles, là, Eugénie, Milos, mais même si on remonte un peu plus loin à Alex Wozniak aussi, qui a gagné un tournoi de la WTA, ont un peu pavé la voie au Félix, puis au Denis, puis au Bianca. Puis la courbe continue d'aller vers le haut pour le Canada, puis ça va être très, très intéressant dans les prochains. C'est comme tu dis, un prélude à ce qui s'en vient, parce que des finales de Grand Chelem, préparez-vous, on va en vivre beaucoup, mettant en vedette des Canadiens. Là. Et qui sait, peut-être une finale opposant des Canadiens. Qui sait? Ce serait hot, hein? Ouais, tu sais. Non seulement ça, mais imagine le sentiment de fierté si on passe à voix haute, là, mais une finale du US Open, Félix contre Denis, j'en parle puis j'ai des frissons, là, j'en rêve. Là. Ils ont joué contre un match, c'est un premier tour, je pense, ou deuxième tour. 2 fois, US Open. Ouais, exact. Bon, mais tu sais, tout le monde était au rendez-vous, là, puis on avait tous hâte à ce match-là. T'sais. Moi, j'étais dans les gradins pour le match Félix contre Denis. Tu sais, quand Félix a abandonné parce qu'il y a eu un malaise. Ouais, un malaise, c'est ça, c'est lui que je parle de ce match-là, ouais. Moi, j'étais dans les gradins, mais ils se sont affrontés l'année passée aussi, au premier tour. Denis avait encore gagné.
Ouais, ça, c'est toutes des choses intéressantes. Intéressant aussi, as-tu jeté un petit coup d'œil sur l'Ultimate Tennis Showdown, Nico? Intéressant. On repassera pour du mot intéressant. Là, c'est particulier. Disons, c'est particulier. Bon, tu le sais, je fais plus partie des puristes que ceux qui veulent changer la game absolument. Le UTS. L'UTS, ton nom, ce serait Nicolas le puriste Richard. Voilà, parce qu'on sait au UTS que chaque joueur n'est pas nommé en fonction de son nom de famille, mais bien de son surnom. Tsitsipas, qui est le Greek God. Bon, il y en a plusieurs aussi des noms. J'ai de difficulté avec ça, le Greek God. Tu sais, je comprends qu'il va être très bon, puis je comprends la référence à l'histoire grecque. Là. God. Quand tu auras gagné quelques grands chelems, on te parlera le Greek God. Ça a 21 ans, on va attendre un peu. Mais bon, au tournoi organisé par Patrick Mouratoglou, l'entraîneur de Serena Williams. Si tu veux bien, Alex, pour le bien de nos auditeurs, je vais énumérer quelques règlements juste pour mettre tout le monde dans le bain, puis que même ceux qui n'ont pas eu la chance de regarder un petit peu le tournoi suivent la conversation. En fait, c'est un tournoi de 10 joueurs qui prend pas. Bon, répartis, oui, bon, sur 5 week-ends. C'est des matchs de 4 quarts de 10 minutes chacun. Le joueur avec le plus de points à la fin de chaque quart remporte le 10 quarts. 15 secondes pour servir à la place de 25. Chaque joueur a des cartes Joker, soit bon pour utiliser, pour enlever un service à l'adversaire ou marquer 3 points à la place d'un sur un coup gagnant. Les joueurs peuvent parler et discuter avec leur entraîneur à peu près n'importe quand. Et il y a des entrevues entre chaque quart, bon, avec les réseaux de télévision. Bon. Aussi, très important, les applaudissements en canne. Je veux dire, tu sais, le temps est précieux, puis on nous fait voir du UTS. J'ai regardé la partie, la première. Là, je te trouve un peu sévère. Vas-y, là, on va en parler. J'ai regardé la première partie que j'ai regardée, c'est Tsitsipas contre Benoît Paire. Je coulais du sang des yeux, j'en pouvais plus. C'est une honte pour le tennis. On dénature la game. Cette game, ce jeu, ce sport qui est si pur, si exceptionnel, on le change du tout au tout avec du temps, des applaudissements en canne et des jokers. On se croirait dans un jeu de basketball street ou de soccer street où les règles n'existent plus. Puis je comprends ceux qui aiment ça parce que c'est un tennis nouveau genre et c'est ce que Mouratoglou a voulu instaurer. Mais si tu parles d'un puriste qui est en amour pour ce que le jeu est et ce qu'il deviendra, évidemment, dans tous les sports, comme dans chaque domaine de la vie, je pense qu'on a un besoin d'évoluer et d'améliorer les choses en fonction du temps et du contexte. Mais là, on ne fait pas évoluer la game, on la change du tout au tout. Et c'est pourquoi je ne suis pas un fan et je n'ai pas adhéré à cette nouvelle manière de jouer. J'imagine de ton côté que tu es un peu moins sanglant que moi, là, mais j'ai hâte de t'écouter. En gros, de ce que je comprends, là, tu t'es pas fait un marathon de UTS. Non. J'ai regardé à la place la finale 2008 entre Federer et Nadal. Sais-tu quoi? T'as plus long de tennis dans cette finale-là que la fin de semaine de UTS complet. Moi, je te trouve un peu sévère. Bon, évidemment, il y a des choses avec lesquelles je suis plus ou moins réticent. D'autres choses que moi, j'ai bien aimé, honnêtement. Là. Je pense que Mouratoglou a vraiment... il y a une vision pour le tennis. Il faut que le tennis devienne peut-être un peu moins pogné, si on veut. Et je pense que c'est un peu ça qu'il veut apporter. Moi, la formule de la compétition, je l'aime bien. C'est un format qui est fait parfait pour la télé. C'est-à-dire que avec le temps, si ça dure 10 minutes, ben, tu sais que ça ne durera pas plus longtemps que ça. Et tu sais que les matchs vont durer à peu près 50 minutes, 1 heure, et ça ne durera jamais 1h30 de plus. Alors, pour les réseaux de télé, c'est parfait parce que quand tu as une grille horaire respectée, ben, ça te facilite de loin la gestion de la grille horaire. Et si tu es un réseau de sport, et puis ton fan de NASCAR, il voulait écouter le NASCAR à 3 heures, et que là, la finale de tennis dure 2 heures de plus, ben, il ne verra pas son NASCAR. Je donne un exemple. Là. Alors, tu règles pour les télédiffuseurs ça. Aussi, ce qui est intéressant, c'est-à-dire que si tu perds par, on suppose, tu perds par 3 points, il reste 1 minute à jouer, mais ça crée une espèce de moment de tension
que tu n'aurais peut-être pas dans une situation de tennis normale. Alors, là, tu veux que le joueur se dépêche pour servir, pour pouvoir faire des points rapidement. Alors, ça crée des petits moments de tension qui sont intéressants. Maintenant, quant à moi, tu changes fondamentalement la nature du jeu parce que tu sais, au tennis, c'est comme au baseball, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Exactement. Alors, tu n'es pas limité par le temps. Tu peux perdre 2-7-0, avoir point de match contre toi, puis gagner le match 4 heures plus tard. Alors, ce ne serait pas le cas dans la formule de Mouratoglou. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'émotion qu'on laisse les joueurs, parler aux arbitres, on laisse les joueurs être émotifs sur le terrain. Il y a une espèce de côté passion que moi j'aime beaucoup, puis c'est pour ça que j'aime les compétitions comme la Coupe Davis, comme la Coupe Laver par exemple, où on met l'accent sur ce type d'émotion-là. Alors ça, pour ça, je trouve ça intéressant. Maintenant, pour ce qui est des cartes Joker, je trouve ça intéressant, quand même. Tant qu'à aller dans le champ droit, tu vas dans le champ droit, mais en même temps, je n'aurais pas été malheureux de vivre sans. Je pense que la formule dynamique avec le temps, par elle-même, dynamise les choses, l'émotion. Puis pour ce qui est des applaudissements à Cannes avec pas de spectateurs, comme on dit, là, ça, c'est... regarde, on aurait pu s'en passer. Là. Moi, en tout cas, je peux très bien vivre sans les faux applaudissements. C'est même à la limite, contre nature, parce que tu vois, il n'y a pas un chat dans les gradins, puis tu entends comme l'applaudissement comme s'il venait d'avoir un échange de 25 coups entre Federer et Nadal. Alors, non, moi, j'aime quand même bien le format, puis je verrais, je sais que toi, c'est vraiment pas ça, là, mais moi, je verrais quand même un circuit parallèle se créer avec ce format-là. Tu pourrais avoir, mettons, je dis ça comme ça. Tu pourrais avoir la Coupe Rogers, puis tu pourrais avoir la Coupe Rogers Ultimate Tennis en parallèle où tu as des joueurs qui participent à cette compétition-là avec un prize money qui est différent. Puis ça crée 2 événements, puis ça crée quelque chose quand même d'intéressant. La formule, elle est... Je sais que toi, tu es un puriste, là, mais moi, je trouve que quand même, ça dynamise les choses, puis ça rend les choses intéressantes. Maintenant, je voudrais que Wimbledon soit gagné avec ces règles-là. Ouais. Non. Mais est-ce que ça peut faire partie de la solution ou est-ce que ça peut faire... est-ce qu'on peut rentrer cette formule-là dans le tennis professionnel, voire même dans l'ATP? Moi, je ne serais pas contre. Parce que l'ambiance, comme tu l'as dit, c'est hyper important. Et ça, je pense que le tennis en a peut-être plus besoin. Tu parlais de la Coupe Laver, qui est une de mes compétitions sportives favoris, tout sport confondu. J'attends la Coupe... Oui, mais j'attends la Coupe Laver à chaque année. Mais tu sais, j'aime cette espèce d'ambiance, cette énergie. Sauf qu'on ne change pas les règlements à la Coupe Laver. Tu comprends? Tu as le super tie-break. Oui, mais tu sais, au-delà, il n'y a pas de carte joker, puis il n'y a pas de on prend 3 points, puis il n'y a pas de temps. Moi, c'est plus ça qui me dérange. L'aspect ambiance, je la comprends. Est-ce qu'on peut la modifier? Oui. Est-ce qu'on en a absolument besoin? Peut-être pas, mais dans des compétitions comme ça, je pense que ça peut faire du bien et ça fait différent. Mais de la changer complètement, parce que là, comme tu l'as dit, on ne fait pas juste changer l'ambiance, la manière de jouer, on change la game du tout. Et c'est un petit peu ça qui me dérange. Et au-delà de ça, je ne sais pas si tu es à la base un fan de Mouratoglou, mais moi, c'est un petit peu son... Je sais, évidemment, il faut qu'il vende son produit, il faut qu'il vende son tournoi, mais c'est sa façon un petit peu arrogante de le faire, de dire on a besoin de ce tournoi-là pour la survie du tennis. On a besoin de ce genre de tennis-là pour que notre sport puisse perdurer dans le temps. Et ça, je suis plus ou moins d'accord avec ça. Ben, moi, je suis quand même relativement d'accord avec lui parce que le public, c'est pas vrai, c'est peut-être moins vrai au Canada, mais à travers le monde, c'est quand même un public qui est vieillissant. Le public du tennis. Alors, je pense qu'il faut certainement se poser des questions avant que le grand coup de barre arrive pour voir est-ce qu'on peut aller chercher un public plus jeune. Comme je te dis, au Canada, c'est peut-être pas le cas. Peut-être que le public du tennis est relativement plus jeune comparé, je sais pas, en Europe ou aux États-Unis. Là. J'ai pas les chiffres devant moi, puis je suis pas un spécialiste non plus. Mais j'ai tendance à être d'accord avec lui que à certains égards, il faut renouveler le tennis et en tout cas, à certainement se poser des questions. Et ça, pour ça, je pense qu'il faut donner le crédit à Mouratoglou. Le renouveler, bien sûr, mais je pense que le tennis a fait ses preuves. Il a perduré dans le temps parce qu'il est ce qu'il est. Est-ce qu'on a besoin de le changer fondamentalement pour qu'il perdure dans le temps? Je ne pense pas qu'on en ait besoin. Mais tu l'as dit. Je pense pas que lui veut
fondamentalement changer tout ce qui existe du tennis. Je pense que lui, il veut offrir une autre option, et c'est ce qu'il fait. Et je pense que dans ce contexte-là, moi, je dis pourquoi pas. En même temps, là, je veux dire, ça donne quelque chose d'intéressant. Là. Je veux dire, un échange de tennis, c'est un échange de tennis. Tu vas avoir des coups spectaculaires que le gars ait utilisé une carte de joker ou pas de carte de joker dans une finale à Wimbledon. Alors, le sport en lui-même, quand même, je veux dire, la balle qui passe par-dessus le filet, elle reste la balle qui passe par-dessus le filet. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je comprends. Mais en même temps, je me dis, est-ce que ce genre de format aurait pu voir le jour dans un contexte non pandémie, dans le sens où là, l'opportunité était belle? Oui. Ben, est-ce que les gens... Ils n'avaient pas prévu la pandémie pour partir. Non, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en ce moment, il n'y a rien sur la planète sportive à offrir, mis à part peut-être des courses automobiles ou des sports de combat. Mais là, la vitrine est parfaite parce que c'est à peu près tout ce qui se passe sur la planète tennis. Mais dans un calendrier régulier, est-ce que vraiment on a besoin de ça dans une saison? J'en doute. Ben, moi, je dis pourquoi pas, parce qu'il y a quand même certaines compétitions que le monde connaisse peut-être un peu moins, comme le World Team Tennis, ou il y a aussi, quand tu regardes le tennis de la NCAA, qui est un petit peu différent du tennis, en tout cas particulièrement au niveau de l'ambiance, qui ressemble un peu plus à une ambiance de Coupe Davis. Je pense qu'à bien des égards, le tennis est, entre guillemets, assez pogné, et je pense que c'est pas mauvais qu'on essaie de donner un coup de barre, puis je pense pas que Mouratoglou veut dire demain matin, Wimbledon devrait se gagner avec une carte joker quand j'ai enlevé 2 services à mon adversaire. C'est pas ce qu'il dit. Je pense qu'il offre une alternative, une compétition parallèle qui, à mon avis, pourrait très bien avoir sa place éventuellement. Mais en gros, Nico, de ce que je comprends, là, si je te dis que j'ai 2 billets pour l'UTS, tu me dis, trouve-toi quelqu'un d'autre? Possiblement, de manière polie, bien sûr, mais ça se peut que je t'envoie poliment chercher quelqu'un d'autre. Mais tu parlais de tournois alternatifs. Tu as vu ce qui s'est passé du côté de la Croatie et de la Serbie. Le tournoi de M. Djokovic, pas un énorme succès pour le Serbe. Non, c'est pas fait d'amis avec ce tournoi-là, Djokovic. Pour mettre les gens en contexte, Novak et son frère, si je ne me trompe pas, ont décidé d'organiser un tournoi d'exhibition, un tournoi préparatoire, question de remettre les joueurs en forme, mais c'est la gestion du tournoi qui a posé problème en ce sens que les règles de distanciation sociale n'ont pas été respectées. On a vu des photos avec des partisans bras dessus-dessous, comme si la pandémie n'existait pas. Puis ça les a rattrapés jusqu'à un certain point parce que il y a eu des cas de COVID-19 à ce tournoi-là. On a vu Dimitrov qui a été atteint, Djokovic aussi, à un tel point que la finale du tournoi a dû être annulée. Alors, c'est un peu un fiasco, ce tournoi-là, puis ça a créé beaucoup de réactions chez les joueurs, en tout cas. Oui, non seulement ça, ça met un baume, ça met un petit astérix, là, un petit peu peut-être sur la carrière de Djokovic. Là, tu l'as dit, c'est pas fait d'amis. Est-ce que vraiment on a pris toutes les précautions, comme parce qu'eux, au début, ils disaient non, on a créé une bulle, tu sais, la dite bulle là, qui était soi-disant imperméable, là, mais avec des spectateurs, tu l'as dit, les joueurs qui étaient bras dessus en conférence de presse, comme si la pandémie n'existait pas. Ça a fait de l'ombre sur la planète tennis, surtout dans un contexte où il ne se passe rien, mis à part la UTS et ça. Je trouve ça dommage, par contre, parce qu'il y avait des grosses têtes à ce tournoi-là. Là. Tu parlais de Djokovic, Dimitrov, il y avait Zverev aussi. Roblev. Ben oui, puis je trouve ça dommage parce que ça aurait pu être un bel événement quand même. Si on avait pris les précautions, ça aurait pu bien tourner. Là. C'est pas l'événement en lui-même qui a posé problème, c'est la gestion de l'événement en lien avec la crise. Tu sais. Je pense que c'est comme si à un certain point, on avait négligé ou nié qu'il y avait une crise mondiale. Puis après ça, Djokovic il se retrouve dans une situation un peu impossible parce que fondamentalement, je suis sûr qu'il ne voulait pas que le monde tombe malade. Non, bien sûr. Je pense qu'il l'a fait avec les bonnes intentions, mais en même temps, la gestion un peu négligente de la chose va affecter sa réputation, je pense, à tout le moins hors terrain pour un petit bout. Ouais. Tu parles de réputation. Que dire de celle de Zverev? Zverev qui s'est excusé auprès de sa famille, auprès du public, de ses amateurs, de son équipe, d'avoir participé à une telle mascarade, ce tournoi qui était absolument pas protégé, avec ce qui implique concernant la COVID-19, s'est excusé. Et 4 jours plus tard, est filmé sur un yacht en Floride en train de faire la fête avec des centaines de personnes. M. Zverev qui passe des jours plus difficiles ces temps-ci
notamment sur les réseaux sociaux. Ça l'est fait dire par Kyrgios, en tout cas. Tu dis, je vais te lire le tweet, là, c'est drôle quand on parle que je l'ai cité. Là. En fait, lui, c'est Koric qui a retweeté du fait qu'il avait été atteint de la COVID-19 et qu'il regrettait d'avoir participé à ce tournoi. En fait, Kyrgios qui a dit sur Twitter en le retweetant, il dit « Une décision d'abruti d'avoir joué un match d'exhibition. Et c'est le genre de truc qui arrive quand tu tournes le dos au protocole et quand tu nies qu'il y a une pandémie. » Et il a marqué en majuscule « This is not a joke », en voulant dire que c'est le temps d'agir et c'est le temps de se réveiller. Puis si c'est Kyrgios qui dit ça, je pense que tout le monde peut être comme averti et conscient de ce qui se passe. Là. Mais respect pour Kyrgios, même dans le sens où... Ton serveur favori. Oui, voilà. Mais bon, Zverev qui passe un mauvais quart d'heure. Puis c'est sûr, tu sais, je veux dire, c'est une situation qui est tellement difficile. On vit une pleine pandémie mondiale. Tu peux pas faire comme si elle n'existait pas. Là. Mais non. Puis... C'est la sécurité des gens qui en revient. Puis, tu sais, même si, mettons, tu dis, OK, moi, j'ai pas peur de l'attraper, ou, tu sais, supposons, toi, pour une raison que j'ignore, là, tu pourrais être immunisé, là, mais en même temps, peut-être que, je sais pas, moi, le staff ou les ball boys qui travaillaient pour ce tournoi-là ont des grands-parents à la maison qui sont plus vulnérables, puis ça, ben, ça a des conséquences, ça peut avoir des conséquences graves, là, puis des dommages collatéraux assez, et je pense que ceux qui sont le plus... en fait, qui sont le plus concernés présentement, M. Lapierre nous en parlait, c'est les organisateurs du US Open. Ben, tu sais, ça pose toutes sortes de questions parce que, bon, est-ce que les joueurs vont vouloir y aller? Quand on voit l'explosion des cas, là, on a vu Benoît Paire qui a dit aucune chance que j'y aille, je veux pas y aller. Est-ce qu'il va y avoir une vague de joueurs qui vont dire j'irai pas? Tu sais, déjà Federer ne sera pas là, il est blessé. Djoko, sa situation va-t-elle empirer? Djokovic, c'est ça, exactement. Tu sais, lui, il va décider d'y aller. Nadal, lui, ben, il se retrouve dans une situation où tu as plusieurs joueurs qui vont avoir la même situation, c'est-à-dire que tu as Roland Garros qui suit quelques semaines après. Et tu te dis, bon, ben, est-ce que je vais au US Open ou... jouer un tournoi d'une grande envergure, et puis 2 semaines après, tu es obligé de jouer Roland Garros aussi. Ces joueurs-là, souvent, prennent une petite pause entre les tournois majeurs. Dieu sait que si Nadal a à choisir, on sait lequel il va prendre aussi. Là. Ben, puis, tu sais, ce qui est plate, d'une certaine manière, c'est qu'il est champion en titre des 2 tournois. Fait que, tu sais, d'une manière ou d'une autre, tu vas avoir comme le champion en titre qui ne sera pas là pour défendre son titre, à moins qu'il décide de jouer les 2 tournois. C'est quand même possible parce que, bon, ils n'ont pas joué beaucoup, le corps est quand même reposé, mais il reste que c'est éreintant, 2 semaines là, de tournoi du Grand Chelem. Surtout finir sur terre battue, on sait que c'est la surface la plus difficile à jouer aussi. Là, ça fait que... Puis quand on voit aussi l'explosion des cas aux États-Unis, il y a peut-être beaucoup de gens qui vont décider pour leur sécurité de ne pas se rendre aux États-Unis, tu sais, simplement. Mais en même temps, tu fais ça, puis si tu es un joueur du top 10, c'est pas si mal, mais si tu es un joueur qui est autour de la 100e place mondiale, es-tu vraiment prêt à refuser une bourse de 60-70 000 $ pour une défaite au premier tour quand tu n'as pas eu de revenus depuis quelques mois? Je veux dire, tu sais, ça place les joueurs dans une position vraiment difficile présentement, particulièrement aux États-Unis. En Europe, c'est peut-être un peu différent. Là, déjà, Roland Garros, semble-t-il, vont tenir le tournoi devant des partisans. Ils ont aussi annoncé que si la situation s'améliore, ils vont peut-être remettre des billets en vente. Mais aux États-Unis, pour l'instant, on a de sérieuses questions à se poser. Et comme nous le disait M. Lapierre plus tôt en entrevue, je veux dire, ça semble même pas confirmé à 100% encore. Alors, le dossier du US Open, c'est tout un dossier. Ben, puis tu l'as dit aussi, il y a certaines ligues qui ont repris leurs activités tranquillement et on parle de une bulle qui est supposée être imperméable, mais on regarde des ligues comme la MLS ou la NBA qui sont supposées reprendre dans une ville bulle qui est Orlando en Floride. Mais plus ça va, tu l'as dit aux États-Unis, plus la deuxième vague arrive de manière massive et la dite bulle ne fonctionne pas parce qu'il y a des joueurs de soccer dans la MLS qui sont arrivés à Orlando sans la COVID-19 et qui l'ont attrapé sur place. Donc, la dite bulle imperméable est perméable. Donc, c'est de se dire après comment faire pour que nos joueurs, qu'on amène à New York, qui est la ville, en fait, où est parti le coronavirus, où ça a été où ça s'est le plus répandu. Évidemment, le gouverneur Andrew Cuomo fait un excellent boulot pour essayer de contrôler le mieux possible la crise. Mais tu sais, New York, là, s'il y a une deuxième vague à New York, ça va frapper extrêmement fort, surtout dans cette partie-là des États-Unis. Là.
Ils ont des sérieuses questions à se poser. En même temps, on a tous hâte de revoir du tennis. On a tous hâte de revoir Évidemment. les meilleurs joueurs au monde jouer au plus haut niveau. Puis ce plus haut niveau-là, c'est les tournois du Grand Chelem. Alors, non, c'est sûr que ça place tout le monde, autant les organisateurs que les joueurs, dans une position difficile. Maintenant, il reste qu'on a hâte de revoir du tennis. Nico, on a fait déjà 1 heure, ça passe à une vitesse complètement folle. C'est incroyable. Il y a plein de sujets dont on n'a pas parlé. Ça a été bien intéressant. La semaine prochaine, on parlera peut-être plus de Félix Auger-Aliassime, du prochain Big Three, peut-être, qui sera. Du prochain Big Three, effectivement. Amène ton lunch parce qu'on va débattre longtemps, je pense, mon Alex. Est-ce que c'est la fin du Big Three comme on le connaît? Est-ce qu'on aura un nouveau Big Three et qui en fera partie? Effectivement, peut-être qu'on va avoir un petit débat là-dessus. Parlant de débat, on a parlé de l'UTS. Laissez-nous vos commentaires sur Facebook de la Coupe Rogers, sur YouTube, pour nous dire qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'UTS. Est-ce que vous trouvez que c'est un format intéressant? Est-ce qu'il y a des choses à retenir de ce tournoi-là? Ou est-ce que vous êtes comme Nico et vous préféreriez vous mettre des fourchettes dans les yeux que de regarder l'UTS? Je trouve un peu sévère, Nico, quand même. J'aime quand même du tennis. Mais si vous voulez aussi nous écrire certaines questions que vous vous posez ou même si vous avez des sujets de débat, Alex et moi, ça va nous faire plaisir de se tirer la pipe et d'y répondre le plus colériquement possible. Non, je blague, mais de le faire dans les règles de l'art et de débattre sur ce qu'on aime tous et ce qu'on a en commun, c'est-à-dire la passion du tennis. Lancez-nous vos sujets. On espère que vous avez aimé la dynamique. En tout cas, moi, j'aime beaucoup jaser de tennis avec toi, Nico. Puis on se refait ça la semaine prochaine, mon gars. Absolument. Bon tennis, Alex, et bon tennis à tous nos auditeurs. Bye bye.